Welcome to Devoxa French. Learn French through simple, engaging stories that make learning natural and fun. Je tiens un téléphone noir caché dans la voiture. Le moteur est éteint, mais le silence est lourd. Je regarde l'écran éteint, sans nom ni photo. Une clé de voiture est posée à côté du téléphone. Le siège est recouvert de miettes de pain sec. Je sens mon cœur battre très vite dans ma poitrine. J'entends un bruit de pas qui approche près de la voiture. Je pose doucement le téléphone sous le siège avant. Il entre dans la voiture, son sourire semble forcé. Je lui demande calmement où il était hier soir. Il répond vaguement qu'il a travaillé tard au bureau. Ses yeux évitent mon regard. Il parle rapidement. Je note la nervosité dans sa voix et son visage. Je me tais, mais mon esprit cherche déjà des réponses. Après le dîner, il sort de la maison sans explication. Je me lève et marche vers le garage silencieux et froid. Je cherche autour de la voiture quelque chose d'inhabituel. Sous le siège avant droit, je trouve un petit téléphone. Le téléphone est noir, sans coque, avec une batterie faible. Je prends le téléphone et je l'allume avec hésitation. L'écran s'illumine, montrant plusieurs messages non lus. Je lis le premier message, il y a un rendez-vous secret. Le message mentionne un café nommé le Mistral à 10 heures. Je note l'adresse du café sur un bout de papier froissé. Je décide d'en savoir plus sans qu'il sache rien encore. Le lendemain, je me rends au café Le Mistral en secret. Le lieu est petit, avec des tables en bois et des fleurs. Je commande un café noir et j'observe les clients attentivement. Un homme entre. Il porte une veste grise et un sac noir. Je reconnais cet homme, c'est Marc, le collègue de mon mari. Marc parle bas au téléphone, son visage est tendu et sérieux. Je prends discrètement une photo de lui avec mon téléphone. Je reçois un message sur le téléphone caché, les mots « demain ». Je garde le téléphone dans ma main, mon cœur bat fort. Je rentre à la maison avec le café encore chaud entre mes mains. Je trouve un carnet sur la table, il est ouvert à une page. Sur la page, il y a une liste de noms et de dates précises. Je découvre une note avec son nom et une grande somme d'argent. Cette preuve montre clairement qu'il cache quelque chose d'illégal. Je ne peux plus ignorer la vérité. Je dois agir maintenant. Je vais au bureau de Marc pour chercher plus d'informations. Le bureau est vide, mais je trouve un dossier marqué « Projet X ». Le dossier contient des documents avec des chiffres très élevés. Je remarque une facture datée du 5 mars pour 20 000 €. Une adresse d'entrepôt apparaît sur un papier dans le dossier. Je prends une photo du dossier avec mon téléphone rapidement. Je quitte le bureau en regardant autour pour ne pas me faire voir. Le soir, je cherche l'adresse de l'entrepôt sur Internet. L'entrepôt est situé à la périphérie de la ville, loin d'ici. Je décide d'y aller demain pour voir ce qui s'y passe. Je trouve aussi un nom, Sophie, lié au dossier secret. Je demande à mon amie Claire si elle connaît cette Sophie. Claire me dit que Sophie travaille dans une société inconnue. Cette information complique encore plus ce mystère autour de lui. Je sens que je m'approche de la vérité cachée depuis longtemps. Le lendemain, je me rends à l'entrepôt à l'heure prévue. Je vois un homme avec un badge portant le nom Sophie. La personne est un homme, pas une femme, et il sourit malicieusement. Je prends une photo discrète de son badge avec mon téléphone.
Tout ce que je pensais sur Sophie est maintenant complètement faux. Je recule rapidement, mon souffle devient court face à la surprise. Je cache mon téléphone dans ma poche et fuis l'entrepôt. Je ne peux pas croire que j'ai été trompée par son secret. Je décide de faire plus de recherches sur cet homme nommé Sophie. Je trouve que Sophie est un pseudonyme utilisé pour des transactions. Tous les documents liés à Sophie sont enregistrés sous ce nom. Je ressens un mélange de peur et de colère face à ces faits. Je décide d'appeler ma sœur pour lui demander conseil rapidement. Ma sœur me conseille de parler à un avocat dès demain. Je note le numéro d'un avocat dans un carnet à couverture noire. Je continue à lire les messages sur le deuxième téléphone caché. Un message parle de livraison à une adresse de nuit précise. Je décide d'aller à cette adresse demain, vers 10 heures du soir. Je ressens mon cœur lourd, mais je ne peux pas fuir plus longtemps. Je prépare un sac avec des vêtements pour la nuit à venir. Je range aussi discrètement le téléphone noir dans la poche. Je prends une lampe de poche dans la cuisine avant de partir. À l'adresse, je vois une voiture noire avec une plaque inconnue. Un homme descend du véhicule. C'est mon mari, il parle au téléphone. À ses côtés, je vois Marc, le collègue de la dernière fois. Je reste caché derrière un mur, mon sac serré dans mes mains. Je regarde mon téléphone pour envoyer un message à ma sœur. Je mets ma veste noire et glisse la clé dans ma poche. Je marche lentement vers la porte principale de la maison. Je frappe doucement. Mon cœur bat vite, malgré ma respiration. Il ouvre la porte, surpris de me voir si tard ici. Je l'attends dans le salon, le sac posé près de la porte. Il entre, pose ses clés sur la table et s'assoit en silence. Je lui dis que j'ai trouvé un téléphone caché dans sa voiture. Il dit que ce téléphone est pour son travail, rien de plus. Je réponds que les messages montrent des rendez-vous secrets partout. Il nie, affirmant que je me trompe et que j'exagère. Je montre la photo de Marc au café Le Mistral sur mon téléphone. Il avoue que Marc travaille avec lui sur un projet confidentiel. Je dis que le dossier Projet X montre des transactions suspectes. Il répond que ces chiffres sont pour des investissements légaux. Je demande pourquoi il utilise le surnom Sophie dans ses dossiers. Il change de sujet, refusant de répondre directement à ma question. Je trouve soudain une facture signée par lui pour 20 000 €. Cette facture prouve qu'il a menti sur l'argent et les projets. Il avoue avoir caché des paiements à une société inconnue. Je prends la facture dans mes mains, tremblante mais décidée. Il me supplie de garder le secret pour protéger sa famille. Je refuse. Le son de ma voix est ferme, et sans doute. Le lendemain, je retourne au bureau, mais la porte est fermée. Un panneau indique que la société a déménagé sans avertissement. Je tente d'appeler Marc, mais son téléphone est éteint depuis 2 jours. J'envoie un message à Sophie, mais il reste sans réponse aussi. Je commence à craindre qu'ils veulent disparaître sans laisser de traces. Je garde les documents et le téléphone dans mon sac chaque jour. Je vois des appels manqués de mon mari, mais je ne réponds pas. Je ressens la tension dans la maison. Il sait que je sais. Un soir, la police frappe à la porte. Leurs visages sont graves. Ils cherchent des documents liés au compte frauduleux de la société. Je remets le téléphone et les papiers aux agents avec les mains froides. Mon mari est arrêté devant moi.
Il ne proteste pas cette fois. Je ferme la porte derrière les policiers. Le silence revient brutalement. Je vois mes clés tomber sur le sol. Un bruit sec résonne. Le sac que j'avais préparé est maintenant vide sur la chaise. Je touche la poignée froide de la porte qui vient de se fermer. Je ferme la porte de l'appartement avec une clé rouillée. J'allume une petite lampe dans le salon. L'ombre danse sur les murs. Je range les documents dans un tiroir ancien serré à clé. Je débranche mon téléphone, laissant l'écran noir et silencieux. Je marche lentement vers la fenêtre et regarde la rue vide. Je pose ma tête contre le verre froid, sans bouger ni parler. Je ferme les volets, laissant la pièce dans une obscurité totale. Je prends un sac à dos et je commence à y mettre des vêtements. Je ferme le sac. La fermeture éclair fait un bruit sec. Je décide de changer toutes les serrures de la maison demain. Je me souviens du jour où il m'a offert ce pendentif en or. C'était un samedi, près du parc, sous un grand arbre vert. Il m'a dit que ce bijou symbolisait notre amour très fort. Je tenais le pendentif, sentant le métal froid contre ma peau. Son sourire ce jour-là semblait sincère et plein de promesses. Aujourd'hui, je sais que ce sourire cachait un grand mensonge. Ce pendentif représente maintenant tout ce qui était faux chez lui. Je ferme les yeux un instant, repensant à ce moment précis. Je touche le verre froid sur la table de nuit, à côté de moi. Son livre est toujours ouvert à la page qu'il lisait hier. J'entends la pluie fine tomber doucement sur le toit en zinc. L'odeur du café renversé reste sur la table du salon. Je trouve une lettre cachée sous le matelas du lit. La lettre porte une signature étrange, celle de Sophie, le pseudonyme. Elle explique qu'il a été forcé de mentir pour protéger quelqu'un. Cette personne est leur fille, née d'une relation inconnue autrefois. Je lis que notre mariage est aussi une couverture pour cette vérité. Tous ces secrets tournaient autour de cet enfant caché ailleurs. Je relis la lettre, cherchant une explication plus claire encore. Je comprends enfin pourquoi il a risqué tout pour garder ce secret. Cette donnée change tout ce que je pensais sur notre vie. Le poids du secret pèse sur moi plus que jamais auparavant. Je travaille maintenant dans une librairie rue Montorgueil. J'ouvre la boutique à 9 heures. Pierre appelle le jeudi soir. Nous parlons pendant 1 heure exactement. J'ai gardé la carte de visite dans un tiroir fermé à clé. Le pendentif en or est rangé dans une boîte sur mon bureau. Je prends un café chaque matin dans le même café où tout a commencé. Marc est parti sans laisser d'adresse. Ses messages restent sans réponse. Je remarque une photo ancienne de nous deux au fond du tiroir. Le téléphone caché dans sa voiture était la clé de ma vérité.